Alors ma première question tout simplement, est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Voilà, quel a été votre rôle dans l'aérotrain? Alors, je suis Daniel Hermis. J'ai passé toute ma carrière sur la société Bertin et j'ai eu la chance d'être désigné pour être dans l'équipe aérotrain et en plus le privilège de pouvoir piloter tous les aérotrains de Gometz ici à Chevilly. Mais moi je veux pas. Vous voulez pas, non? Comme vous voulez, hein, c'est Oh, comme vous voulez, il n'y a pas de... Mais si. voilà, moi je suis Danielle Jeannot et j'ai été assistante technique et je travaillais sur l'aérotrain plus à Gometz qu'à Orléans. À Orléans, je suis restée peut-être un mois parce qu'il y avait quelqu'un de malade, mais sinon, voilà. Vous aviez quel âge à peu près à cette époque? Alors, moi, quand j'ai commencé chez Bertin, j'avais 21 ans. Et ici, évidemment, quand je suis arrivé ici, j'étais un peu plus vieux puisque c'était en 69. Je suis entré chez Bertin en 1966, donc j'avais 21 ans. Et donc ici, j'avais 3 ans de plus quand on est arrivé en 1969. Et je vais avoir 80 ans cette année. Alors je suis très heureux de revenir sur les lieux de mon expérience, évidemment la plus intéressante chez Bertin. Donc l'aérotrain I-80, version hélice et version réacteur. Oui, justement, j'allais vous demander qu'est-ce que ça vous fait de quasiment 50 ans plus tard continuer à raconter cette histoire, continuer là même au pied de cette piste. Qu'est-ce que ça vous fait de... C'est toujours un plaisir de parler de l'aérotrain, même si on a beaucoup de regrets. Et d'autant plus, vous voyez ici, je vois la base qui est toute à l'abandon, ça me fait un pincement au cœur, mais je parle toujours de l'aérotrain, toujours avec autant de ferveur, parce que c'est une expérience unique. Et puis, vraiment, on a eu l'honneur de travailler avec Jean Bertin et sur cette formidable invention qui a été l'aérotrain. Daniel Jeannot, peut-être vous voulez... Oui, moi je suis rentrée en 64 chez Bertin et donc j'avais 20 ans. Voilà, donc bon, c'est une aventure extraordinaire, donc toujours content de parler de l'aérotrain. Donc. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez donc tous les deux travaillé sur le projet et vous voilà ici 50 ans plus tard encore tous les deux au pied de cet aérotrain. Est-ce que l'aérotrain a su, on va dire, forger des relations entre guillemets qui résistent au passage du temps comme celle-là? Oui, absolument, bien sûr. Heureusement. Heureusement. Mais vous voyez, l'aérotrain n'existe plus puisqu'il a été malheureusement incendié volontairement. Mais il reste ce témoin, le rail, ce témoin de cette formidable aventure de l'aérotrain, quoi. On espère que après nous, ça va perdurer, qu'un jour, quelqu'un ne décide pas de le démonter. C'est quand même, ça fait partie du patrimoine pour moi. Eh ben, si ça vous va, je vous propose qu'on commence à marcher un peu le long de cette voie justement. J'imagine qu'à l'époque, vous deviez en parler à vos familles, à vos proches de ce projet. Qu'est-ce qu'ils en pensaient quand vous... Écoutez, très sincèrement, j'ai toujours mis un peu à l'écart ma famille de mon travail. Bon, ça n'empêche pas que mon épouse et mes enfants sont venus voir l'aérotrain, mais il faut dissocier sa passion parce que sinon ça pourrait perturber la famille, quoi. Donc j'ai jamais trop mélangé famille et travail, quoi. Mais ceci dit, ça a forcément eu une répercussion sur la famille parce que, par exemple, je suis venu travailler le dimanche ici parce qu'on avait une présentation des officiels qui venaient nous voir. Donc ça a quand même perturbé la famille, forcément, hein. Le week-end où on n'était pas là, j'étais pas là. Donc voilà. Mais bon. Daniel Jeannot, vous avez...
Moi, j'ai des bons souvenirs parce que j'ai emmené ma fille qui avait 5 ans à l'époque et qui m'a fait la honte parce que dans l'aérotrain où il y avait le badin qui annonçait 360 km/h, elle s'est levée et donc elle avait 5 ans et elle a dit mais tu m'avais dit que ça allait vite mais ça va pas vite du tout. Donc au retour, Daniel l'a pris dans la cabine de pilotage et elle en parle tout le temps. Elle s'en souvient encore? Ah oui, bah oui, bah ouais. oui. Ouais, parce que là, elle a vu le rail s'avaler. Le fait que ça soit en hauteur et qu'en plus ça bouge pas du tout dans l'aérotrain, du coup elle se rendait pas compte du tout de la vitesse, quoi. Ouais. Bah, c'était encore une propriété de l'aérotrain, c'est que les passagers ne se rendaient pas compte de la vitesse. Il n'y avait aucune référence latérale, donc c'était un plus. On n'était pas là pour donner des sensations aux passagers. Hein. Ouais. C'était On donc, sentait rien. Hein, un voyage confortable, c'est tout. Hein. Ouais, justement, j'allais vous interroger sur la sensation de mouvement qu'on avait dans l'aérotrain. Philippe Bertin me disait que justement, on n'en ressent pas trop du mouvement. Non, absolument pas. C'était bon, s'il y avait un peu de vent de travers, ça bougeait un petit peu forcément, hein, ça flottait sur la suspension, mais sinon, dans la cabine passager, je peux vous dire que les gens, il fallait vraiment qu'il y ait un compteur de vitesse pour leur dire voilà, on est à 400 à l'heure, parce que sinon on ne l'aurait jamais cru. Hein. Par contre, dans la cabine pilotage, évidemment, on avale le rail et là on se rend compte de la vitesse. Mais on s'habitue très vite à la vitesse, vous savez. Dans les conférences, je le dis toujours, c'est que moi quand je suis venu faire des essais à Orléans, j'étais dans le train, dans l'aérotrain, et j'écrivais comme si j'étais à mon bureau. Donc je l'avais écrit et j'avais des gens de la SNCF derrière moi et j'avais écrit c'est mieux qu'à la SNCF. On peut écrire comme si on était à son bureau, ça bougeait pas du tout, quoi. Donc non, c'était un des avantages de l'aérotrain. C'était une grande stabilité, aussi bien horizontale que verticale. Comment vous avez tous les deux réagi d'abord à l'incendie de l'aérotrain en 92, si je ne dis pas de bêtises, et après coup, quand les restes ont été envoyés à la ferraille quelques années plus tard, qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, pour moi, c'était un drame de voir dans les journaux le lendemain ou le surlendemain de l'incendie, voir la carcasse de l'aérotrain. Je n'ai pas voulu aller le voir. Sincèrement, je n'ai jamais voulu aller le voir. Et c'était pas plus mal. Mais il faut expliquer comment ça s'est passé. C'est-à-dire que normalement, l'aérotrain, avec le maire de Saran, et puis la société Arsati d'ailleurs, enfin la société, l'association, on devait faire un musée de l'aérotrain, enfin entre guillemets un musée, hein, à la plateforme sud, sous la plateforme sud, on devait donc transporter l'aérotrain. Alors le maire de Saran m'avait demandé de venir à la base ici pour expliquer aux chauffeurs comment on transportait l'aérotrain, parce qu'il y avait une poutre de transport, comment on transportait l'aérotrain pour l'emmener là-bas à la base sud. Donc, je me souviens, c'était un mercredi. Je suis arrivé ici, j'ai vu le chauffeur, et puis le patron, on a discuté. Il m'a dit il n'y a aucun problème pour moi pour transporter l'aérotrain. Et de mémoire, il s'est fait une publicité sur le journal local en disant je vais transporter l'aérotrain, peut-être le lendemain ou sur le lendemain. pour le mettre dans un musée. Pour le mettre dans un musée à Saran. Et comme par hasard, dans la nuit du samedi au dimanche suivant, l'aérotrain brûlait. Et je peux vous dire qu'on a mis le feu devant et derrière, donc c'est bien un acte criminel, quoi. Alors, qui voulait qu'on ne parle plus de l'aérotrain? C'est un grand point d'interrogation. Il y a eu une enquête, mais qui a été faite pour la forme, quoi, je vais dire. On a vite étouffé l'affaire. C'est bien dommage. On a détruit un témoin technologique exceptionnel. Je ne comprends pas pourquoi on a fait ça. C'est vraiment criminel. Daniel Jeannot,
Comment vous avez réagi Ah ben, moi, ça m'a fait mal au cœur. C'était toute une aventure qui s'arrêtait là. Puis bon, c'est vrai que c'était pas beau à voir. Donc, je l'ai pas vu en vrai, mais on a des photos. C'est J'avais vu une interview de Jean Bertin à l'époque il avait dit quelque chose qui m'avait pas mal frappé. Il disait que tout le défi entre guillemets avec cet aérotrain, c'était d'être capable d'être en avance sur son temps, mais pas trop. Et c'est ce mais pas trop que j'ai bien aimé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous Jean Bertin il était en avance sur son temps? Est-ce qu'il l'était trop Oui, ou pas assez? Oui, je pense qu'on était trop en avance, mais ceci dit, Mais- ça a quand même permis au chemin de fer de développer un TGV, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu l'aérotrain comme aiguillon, on va dire, pour les titiller un peu, il n'y aurait jamais eu de l'aérotrain. Mais peut-être que il y aurait Jean pas eu Bertin TGV. aurait peut-être pu faire autrement en disant au chemin de fer, voilà, j'ai une formidable invention, c'est à vous maintenant de jouer, quoi, enfin de jouer façon de parler, mais de mettre ça en service, quoi. Peut-être qu'ils auraient eu une autre approche, je ne sais pas. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, mais c'est vrai que c'était un bond en avant quand même dans les transports à l'époque, hein. Aujourd'hui, j'imagine que vous y êtes énormément attaché à cette voie d'Orléans qui reste encore. Oui, on est attaché à cette voie parce que c'est ce qui reste dans la région comme témoin d'une invention exceptionnelle. Alors on espère que, bon, nous, on est maintenant, la balance penche du mauvais côté, n'est-ce pas? Mais bon, on espère que ça va perdurer et puis dans 50 ans, peut-être que des jeunes encore se poseront la question, mais ils se la poseront peut-être plus parce qu'il y aura des aérotrains, je ne sais pas. Dans le monde entier, il y a peut-être quelqu'un qui voudra redémarrer. Je sais qu'il y a des murmures quelque part, mais bon, on ne peut pas en faire état, on ne sait pas. Oui, C'est pas chez Bertin toujours, hein, c'est ailleurs. Mais oui, justement, est-ce que le concept d'un aérotrain peut revoir le jour? Est-ce que c'est ouais, possible? bien sûr, il n'y a aucun problème. Bon, il faut que les personnes qui auraient un projet réinventent le coussin d'air, sauf s'il y a des contacts avec, par exemple, Bertin pour s'accaparer des plans, puisque les plans existent toujours, hein. Ils vont être mis, ils vont être classés, mais les plans existent toujours. Si on était sollicité, pourquoi pas, hein. Parce que vous comprenez bien que l'invention principale, c'est le coussin d'air. Oui. Et puis le T inversé. Ça, c'est une sécurité pour les transports. Mais à part ça, si vous voulez, tout le monde est capable de faire une cabine, de mettre un propulseur. Il n'y a aucun problème. L'invention, c'est le coussin d'air. Parce qu'on a mis quand même, quelques années, on a mis une petite dizaine d'années à faire un coussin d'air très confortable, quoi. Et très efficace. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'entretien de la mémoire de l'aérotrain, de cette histoire que vous faites notamment à l'association des Amis de Jean Bertin, est-ce que vous pensez qu'il mériterait d'avoir plus d'attention, d'être plus connu? Je sais par exemple, vous préparez un espace dédié à l'aérotrain, un espace permanent. Est-ce que vous pensez que ça mériterait plus d'attention? Si vous voulez, on a un grand projet, mais bon, il faut le financer. C'est ça le gros problème, mais ici à Chevilly, il reste cette mémoire avec le rail. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à Chevilly qui fait référence à l'aérotrain. Par contre, si on va à Gometz, où c'était un peu le berceau de l'aérotrain, dans l'Essonne, là, la mairie, c'est le grand jeu, hein. Il y a 2 ronds-points Jean Bertin, il y a une école Jean Bertin, il y a une stèle de Jean Bertin. En fait, l'aérotrain vit à Gometz. La sculpture de l'aérotrain. Donc, comme on a la chance d'avoir encore 3 prototypes
qui existent, qui sont en bon état, qui ont été classés au monument historique. On espère, là c'est notre projet actuel, on espère qu'il va aboutir, c'est de créer un espace Jean Bertin. C'est-à-dire qu'on a le hangar, on a le terrain, mais maintenant il faut le mettre en place, parce que tout le hangar est démonté, le terrain existe, mais vous comprenez bien que techniquement il faut faire une dalle en béton, mais asseoir le hangar. Et puis si on a l'argent pour faire tout ça, les aérotrains sont dans cet espace Jean Bertin, entretenus par une équipe et puis présentable au public. Ça c'est important, parce que on est beaucoup questionné par les jeunes, mais bon, pour l'instant on ne peut pas trop leur montrer les aérotrains parce qu'ils sont dans une enceinte militaire, donc c'est pas facile. Mais sinon après, ça sera visitable, quoi. Et pour les jeunes c'est bien, parce que vous savez, les jeunes ça mûrit, et puis ils peuvent très bien avec ça relancer l'aérotrain, pourquoi pas, hein. Il y a quelques semaines, j'étais allé au pied de la base de la plateforme sud de l'aérotrain, plutôt au nord d'Orléans, et j'ai vu cette photo, hein, peut-être vous la voyez, qui est un sorte de tag pochoir sauvage, hommage à Jean Bertin. C'est là-bas ? Oui, dans la plateforme sud, bon tout au nord d'Orléans, oui. En dessous, juste en dessous de la plateforme, le premier pilier en dessous de la plateforme. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, ces genres d'hommages sauvages, entre guillemets C'est magnifique, hein, moi je ne l'ai pas vu. Hein. Je l'ai pas vu, c'est bien d'avoir pensé, je ne sais pas qui a pensé, c'est dommage qu'il n'est pas signé en dessous. Mais c'est bien. Ouais. Daniel Jeannot. Oui, j'avais Notre patron. l'avis envoyé, donc. Ah oui, oui, c'est vrai. Il nous l'avait envoyé ? Oui, Ah, oui, j'avais oublié moi-même. oui. Ouais. Puisque je vous ai même demandé où c'était Oui, exactement. ah oui, bah voilà, c'était ça, ouais. Ouais. De voir qu'il y a encore 50 ans après, il y a encore des hommages comme ça, un peu sauvages comme ça, voilà, de gens même qui le font anonymement, comme vous disiez, qui signent pas. Ouais, c'est bien, c'est dommage qu'on ne connaisse pas cette personne. Alors une question, pardon, une question pour vous, Daniel Jeannot. C'est une question qui m'est venue en regardant toutes les images d'archives qu'on voit sur internet de l'aérotrain. On voit notamment beaucoup d'hommes blancs. Alors vous, personnellement, j'ai vu, je crois, quasiment aucune femme dans les équipes en elles-mêmes. Est-ce qu'il y en avait beaucoup des femmes à l'époque ou pas sur ce projet? Même si c'était une autre époque, évidemment, il y avait d'autres considérations. Mais... On était à travailler en technique sur l'aérotrain, on était deux. Ouais. Il y avait Madame Lejeune et puis moi. Ouais, c'est tout. Oui. Puis il y avait une secrétaire, bien sûr. Mais... Bon, sinon, il y avait les secrétaires. Il y avait même deux secrétaires, oui. Mais sinon, et c'est vrai que moi, j'ai dit un jour, on a exposé l'aérotrain, le 01, sur le circuit de Montlhéry. Il nous avait demandé, et il y a une personne, un adhérent qui habite dans la Loire, je crois. Je lui ai dit, ce qui est dommage, c'est que à l'époque, j'ai pas de photo de moi avec l'aérotrain. Et il me dit, si vous voulez, je vous prends en photo. Non, mais c'est pas. Et comment il s'appelle, Philippe Chatriot, qui a récupéré toutes les photos. Un jour, il m'a dit, c'est pas toi qui es là. Donc je suis en blouse blanche tout à côté de l'aérotrain. Mais c'est vrai que on se rendait peut-être pas compte que c'était un truc exceptionnel, quoi, à cette époque-là, quoi. Donc, je sais pas toi. À Chevilly, il n'y avait personne, il n'y avait pas une femme. Hein. Bah oui, moi sauf qu'on avait une secrétaire de location, on va dire, enfin entre guillemets, d'une société de location. Moi je suis venue un mois pour remplacer je sais pas qui était malade. Mais sinon, il n'y avait personne d'autre. Hein. Sinon ça faisait faire 160 bornes par jour quand même, donc c'était un peu beaucoup. Il faut dire qu'à l'époque chez Bertin, en pourcentage, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de femmes. Je ne me suis jamais posé la question. Je me la poserai plus maintenant. Mais... Moi, quand je suis rentrée dans le service, je suis rentrée pour le nucléaire. Dans le service en technique, il n'y avait que moi. Ah oui.
Tous Ouais, les c'est bureaux ça, qu'il y avait, il n'y avait que des hommes. Hein. Il y avait beaucoup de secrétaires quand même chez Ah oui, Bertin. oui, Ça, mais dans la technique, il n'y en avait pas Ouais. beaucoup à l'époque. Il y en avait deux, il y avait Madame Lafitan et Madame Lejeune qui étaient rentrées chez Bertin très tôt, Mhm. parce qu'ils étaient... Oui, elles mais enfin, étaient- sur 500 personnes, ça fait pas beaucoup. Ouais. Ça doit être différent maintenant. Alors, Daniel Jeannot, c'est intéressant, vous me disiez, vous rendiez pas compte, vous n'avez pas pris de photos de vous rendiez pas compte d'à quel point... Non, j'ai l'impression qu'on ne se rendait pas compte de l'importance. Moi, je sais que mes parents se fichaient de moi parce que bon, ça passait à la télé et je revois encore mon père qui disait, je sais plus à qui, en disant, toi, ça c'est le boulon qu'elle a mis ou un truc comme ça, mais je sais pas toi comment Ouais, si tu te rendais compte que c'était vraiment un truc moi, je exceptionnel. me suis toujours dit que c'était quand même exceptionnel que je travaille sur l'aérotrain, mais par contre, des photos de moi, j'en ai pas. On prenait pas de photos. Maintenant, on a le réflexe, on a le téléphone, on prend une photo. Mais moi, à l'époque, je n'avais pas d'appareil photo. Et j'ai pas beaucoup de photos de Oui, moi aux commandes de l'aérotrain. Hein. D'ailleurs, il y avait on va dire, le responsable en chef de la base qui pilotait aussi. Alors lui, il pilotait surtout quand il y avait les photographes et quand il y avait les photographes. Moi, je faisais les essais, mais voilà, j'ai Le pas. record, c'est lui qui a piloté. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est un peu dommage parce que c'était toi qui pilotais tout le temps. Bah oui, moi j'ai eu l'avantage. Je suis le seul des pilotes, parce qu'il y en a eu plusieurs quand même, à piloter tous les aérotrains. Je le dois à Maurice Lefranc qui est décédé aussi maintenant. Il n'y a plus personne. Hein. Je suis le seul rescapé, on va dire. Ouais. Parce qu'ici, on était quand même 3 pilotes. Parce qu'il faut dire qu'à une époque, l'État, via les chemins de fer, hein, nous ont imposé de faire comment on a appelé ça, donc les chemins de fer nous ont imposé de faire une endurance. C'est-à-dire qu'il fallait que l'aérotrain évolue tous les jours pendant 3 mois sans incident majeur. Alors moi, Henri Graff, n'était pas tellement chaud pour piloter dans ces cas-là, faire des allers-retours tous les jours, ça ne le passionnait pas forcément. Alors moi je lui ai dit, moi je veux bien, mais tourner tous les jours pendant 3 mois, il va falloir qu'on forme quelqu'un d'autre. Il m'a dit, vous voyez avec les personnes qui sont là, les personnes que vous souhaitez qui évoluent sur cet appareil. Donc on a formé un autre pilote à l'époque qui s'appelait Serge Courbois, qui est décédé aussi malheureusement. Et on a fait cette endurance qui a bien marché, qui a bien fonctionné pendant 3 mois. Il en reste beaucoup aujourd'hui ou pas des anciens membres de l'aérotrain? Non, il ne reste plus personne. On n'est que tous les deux. D'accord. Tous les deux. Alors il y a peut-être Fort qui est encore de ce monde, mais je ne suis pas sûr. Lui, il a été pilote pendant 1 an seulement. Oui, encore occasionnellement. Oui. Ouais. Donc, À Gometz. on n'a pas de... Donc, mais non, on est les seuls survivants. Malheureusement, on n'est pas assez pour témoigner, quoi. Ouais, Alors il y a quand même notre président, Philippe Bertin, qui est un nom prestigieux. Donc lui, évidemment, même s'il n'a pas fait partie de l'équipe, mais bien sûr, il est monté dans l'aérotrain, mais il était plus jeune. Ça paraît pas, il y a 5 ans de différence, mais 5 ans quand vous avez 20 ans, ça fait beaucoup, quoi. Voilà. Quand vous, donc vous êtes, voilà, vous me dites les seuls rescapés entre guillemets, et vous témoignez encore, est-ce qu'il y avait, avant qu'ils disparaissent malheureusement, est-ce qu'il y avait des anciens membres de cette aventure qui refusaient d'en parler ou qui ne voulaient pas ou même qui n'étaient pas intéressés ou... Oh non, à partir du moment, vous savez, toutes les personnes qui ont travaillé sur l'aérotrain, ils ont toujours été très passionnés. Hein. C'était quand même un projet phare au niveau national. Non,
À partir du moment où ils étaient questionnés, tout le monde répondait. Là, Ouais. tout le monde bon, aucun On problème. était tous fiers de parler de l'aérotrain. Ah oui, plutôt fier, oui, tu as raison, oui, bien sûr. Moi j'ai des enfants et quand il y a quelqu'un qui me pose une question, il dit, oh là là, vous n'avez pas fini. L'autre jour, il y a un gars qui m'a appelé parce qu'il voulait commander une maquette. On a discuté pendant plus d'1 heure au téléphone. Il était passionné. Du coup, il a fait un don, il a fait il me téléphone pour une maquette et il s'inscrit comme adhérent. Il m'envoie, il me fait un virement pour faire un don. Donc on sent que les gens, ils sont. Ouais, Moi, s'intéresse moi, ça encore, m'étonne toujours, tous les gens sur Facebook qui s'arrêtent pour regarder la voix. Moi, je m'arrêterai quand même pas tout le temps. Et puis l'association est là quand même, Ouais. toujours pour répondre aux questions. Hein. On est toujours disponible. Et Ouais. puis, il y a des jeunes qui sont avec nous, il y a 2 secrétaires généraux qui vont prendre la relève. Et puis, on parle de Thierry Farge. Thierry Farge, c'est la personne qui a, on va dire, sauvé les prototypes, parce que les 3 prototypes à l'échelle 1,5, ils étaient chez Bertin, mais ils étaient à l'extérieur, laissés un peu à l'abandon. Et Thierry Farge les a repris et il a remis en état, par exemple, le 02. Bon, le 01, il fallait surtout le nettoyer, il n'était pas détruit. Il était où le 01 Il était à Plaisir aussi. Ah oui, avec le 02. Moi, je vois que le 02 devant la porte du CE. Ouais. Devant le CE, mais je vois pas le 01. Et Thierry Farge a refait le 02 qui était un peu dépouillé, quoi. Il était dans un triste état. Alors tu as peut-être raison, peut-être que le 01 pas là. était à ce moment-là, il était au musée de Mulhouse. De Mulhouse. Et c'est quand il est revenu du musée de Mulhouse qu'il l'a Ah oui, récupéré. parce que chez Bertin, Oui, exactement. il y avait que T'as raison. pour moi, il y avait que le 01. Ouais. Le 02. Et le 02 qui était sous les feuilles mortes. Oui, mais il a été quand même un plaisir, parce qu'il est parti de Plaisir pour aller à Mulhouse. Peut-être. Daniel Hermite, vous m'aviez dit une fois lors d'une précédente conversation, qu'on a dû avoir il y a quelques temps déjà, que vous aviez été, une des dernières personnes à fermer le hangar de l'aérotrain avant l'abandon du projet. Oui. Bah, c'était en 1978 parce que bon, on a fait le record en 1974. Oui, c'est ça, et le puis 5 mars. on est resté jusqu'en 1976, enfin toute l'équipe. Mais moi, je suis resté avec un mécanicien ici pour dire, si ça redémarre, on faisait tourner le véhicule de temps en temps, si ça redémarre, on est prêt. Et puis en 1978, on a eu l'ordre de la société Bertin de démonter les moteurs, etc., puis les renvoyer chez les fournisseurs. Pas tous, mais... Tu es revenu un peu à Gometz pour faire les essais pour le Concorde. Ah oui, moi j'ai continué après quand même sur l'aérotrain, mais l'aérotrain 02, parce que on s'en est servi comme moyen d'essai pour tester des silencieux pour Concorde. Et c'était un marché avec la Snegma. Le 02 c'était bien parce que ça coûtait pas cher pour eux. Sinon il fallait qu'ils essayent ça sur des avions. Bon, faire fonctionner un avion ça coûte plus cher qu'un aérotrain. Et c'est la seule fois où l'aérotrain a rapporté de l'argent à la société Bertin parce qu'on était payé à l'essai Russie. Alors on avait un essai dans un sens, un essai dans l'autre. À l'époque, on devait gagner, c'était 500 000 francs, je crois. Oui, un truc comme ça. 500 000 francs. Donc on gagnait 1 million de francs si on avait les deux essais réussis. Et on a tourné beaucoup à Gometz, encore après 78. Est-ce que vous avez des regrets vis-à-vis de cette période de l'aérotrain, des choses que vous auriez faites peut-être différemment? Oh non, moi, j'ai aucun regret, je ne vois pas ce qu'on pouvait faire différemment. Hein. Sincèrement, bon, le meilleur souvenir pour moi, c'était le 02 parce que
C'était un véhicule qui accélérait très vite, puis on allait à plus de 100 mètres secondes. Mais bon, la notion de confort, la notion de transport réel, c'était quand même à Chevilly avec la belle machine qui était le i80, quoi. i80, 80 places. Daniel Jeannot, des choses que vous auriez fait différemment peut-être Moi, je vois pas, non. Non, j'aurais rien changé. Non, parce que si vous voulez, vous comprenez bien, je ne sais pas si on saurait faire la même chose maintenant, parce que l'aérotrain, le véhicule, le 01, on va dire que ça a commencé en 65. En 68, donc 3 ans après, le 02 était mis en fonctionnement. En 69, 2 ans après, le i80 était en fonctionnement. Vous voyez l'enchaînement rapide comme ça. Il faut quand même faire des études, il faut construire. Je vais vous dire que les équipes Bertin, ils ne chômaient pas. Hein. Et puis après, les constructeurs non plus, mais tout le monde était parti dans l'élan, si vous voulez. Il y avait de la dynamique partout, hein, aussi bien chez Bertin que les constructeurs. Aujourd'hui, quel souvenir global, vraiment général, vous gardez de l'aérotrain Quelle vision aujourd'hui vraiment très générale? Moi, je dis que j'ai eu de la chance de travailler sur ce projet. Je garderai toujours d'excellents souvenirs. Bon, même si ça se terminait par un drame, ce qui est dommage, c'est l'incendie du i80. Mais pour moi, j'ai tout en mémoire. Magnifique. Daniel Jeannot. Ben oui, moi c'est pareil. Hein. De toute façon, c'est moi qui demandais à venir travailler sur l'aérotrain parce que ça me rapprochait de chez moi. Et j'ai jamais regretté. Hein. Donc, en plus, il y avait une super équipe. Et puis Jean Bertin aussi, qui était d'une simplicité. Il appelait quand il y avait il voulait faire un record et que moi je trouvais pas tout à fait la même vitesse que ce qu'il voulait. Et un jour je lui ai dit je peux pas tirer sur le papier parce que comme c'était des bandes de papier avec des cellules, donc on mesurait la distance et on calculait la vitesse, mais ça ne gênait pas c'est vrai que c'était quelqu'un qui était vraiment Ouais. que ça soit le balayeur ou le chef de service, tout le monde avait droit à son bonjour. Et... Ça, c'était l'esprit de Jean Bertin, l'esprit Ouais. d'équipe. Et ça, je pense que maintenant, il n'y a plus cet esprit d'équipe dans les sociétés, mais à l'époque, bon, c'était fédéré par Jean Bertin, bien sûr, mais c'était quand même l'esprit des sociétés de l'époque, parce que moi, j'ai côtoyé l'UTA, par exemple, au Bourget. On voyait bien aussi que c'était les équipes, elles étaient soudées, hein, tout le monde travaillait, allait toujours dans le bon sens, quoi. Hein. Oui, c'était important l'esprit d'équipe pour un tel projet. C'est indispensable, sinon ça ne fonctionne pas. Quel est, vous deux, votre meilleur souvenir de l'aérotrain aujourd'hui? Vraiment celui, j'imagine qu'il doit y en avoir plusieurs, mais si vous deviez en retenir qu'un. Bon, moi, le meilleur souvenir, c'est quand j'ai été lâché par le franc sur le 02. Bon, parce que quand on est jeune, on aime bien la vitesse. Hein, et puis le 02, c'est un véhicule qui est non seulement vite, mais qui bondissait, quoi. Daniel peut en parler, elle a monté dedans. C'était un bon souvenir. Ça. C'est un bon souvenir. Je suis monté une fois dans le 02 et il m'a dit Daniel, je vais pas aller vite, mais je vais te faire un départ canon. J'ai eu mon départ canon. Et sinon, moi j'ai que des le bons souvenir, souvenirs. Si vous voulez, globalement, faut parler globalement parce que Ouais. ça s'est tellement bien déroulé de A jusqu'à Z. D'ailleurs, pour nous, c'est une incompréhension que le projet aérotrain ait été abandonné, quoi. Malheureusement, on a cumulé le décès de Jean Bertin puis le décès de Georges Pompidou. Sinon, je pense qu'il y aurait forcément des aérotrains en France. Hein. Ouais, bah c'est sûr que Pompidou ne serait pas mort, on aurait des aérotrains en France. Hein, Ouais. donc,
ouais. Alors justement, qui ou qu'est-ce qui a tué l'Aérotrain entre guillemets? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui ou ce que... Bon, écoutez, faut pas se cacher, on a toujours dit que c'était Valéry Giscard d'Estaing, mais bon, je pense qu'il n'a pas décidé de cela dans son bureau. Je pense qu'il a été fortement conseillé d'arrêter l'Aérotrain parce que il avait aussi des intérêts personnels via son épouse. Hein, mais bon, il était quand même président de la République, c'est quand même bien lui, en finale, qui a pris la décision. C'était... Quand on a fait Rétromobile en 2001, on nous avait dit de ne pas faire de polémique. C'était la première fois qu'on ressortait les 2 aérotrains qui étaient dans l'allée centrale de Rétromobile. Et dans les journaux, on parlait que de l'aérotrain pour Rétromobile. Donc c'était... Et on nous avait dit pas de faire de polémique SNCF et politique, mais c'était les gens qui nous disaient des trucs. Oui, mais vous savez ce qu'est la femme de Giscard, c'est une Schneider, le béton et le petit matériel léger, ça l'intéresse pas. Et nous, on disait rien. Hein. Sauf que si on a eu le pilote, le conducteur du Capitole et qui est arrivé en se présentant SNCF et là il nous a dit mais j'étais amoureux de l'aérotrain et il a dit j'étais super quand il arrivait parce qu'il se mettait en sustentation. Explique-toi parce que c'est toi qui l'as fait. À la plateforme sud et on connaissait l'heure exacte, et les chemins de fer étaient à l'heure à l'époque. Hein. À la minute près, le Capitole passait, alors on attendait qu'il passe, on mettait la puissance, et puis on le redoublait quelque part par ici. Et une fois, on a même fait la prouesse de se retourner au bout et de le recroiser dans l'autre sens. Et le gars s'en souvient très bien. Ah, il a dit, mais le jour où il m'a croisé, alors là, c'était le... Non, ce qu'il faut dire, si vous voulez, ce qu'on peut regretter, c'est que les dirigeants à l'époque, on va parler du président de la République, il n'ait pas voulu quand même faire une ligne témoin, on va dire, parce qu'on avait beaucoup de projets à l'étranger, énormément de projets. Et on nous a payé on a payé la société Bertin pour étudier la faisabilité dans ces pays-là. On peut l'Argentine, le Brésil, même la Mecque, les pays arabes. On nous a payé pour étudier la faisabilité. Et quand ils ont vu que nous, on arrêtait en France, tout a capoté. Ils ont dit, attendez, il y a un loup, parce qu'ils arrêtent en France, donc il n'y a aucune raison que nous, on continue. Et voilà, c'est dommage, parce que même si on avait fait une ligne, même si on n'en avait fait qu'une, ça aurait servi de témoin. Voilà, ça c'est dommage. Puis ce qui était dur, c'est quand Poniatowski a annoncé l'arrêt, il a dit que donc, la ligne était mal choisie, Cergy La Défense, ça c'était vrai, mais il a rajouté, ça aurait été bien Orly-Roissy. Et là, vous vous accrochez parce que Bertin, c'est ce qu'il voulait. Hein, donc dire ça, c'était un peu gros, quoi. Mais un aérotrain entre Roissy et Orly, c'était une belle vitrine pour les passagers, enfin pour les étrangers, quoi. Est-ce qu'on pourrait aussi accuser ce changement de contexte, entre guillemets, qui est la fin dans les années 70, la fin des 30 Glorieuses, les premiers cracks boursiers, qui ont peut-être changé la manière dont on développait les transports de manière économique. Peut-être que ça a eu une incidence aussi, hein, forcément. Ça n'a pas été dans le bon sens. Enfin, on a bien lancé quand même le TGV malgré tout ça. Hein, donc, on aura servi... comme je disais, d'aiguillon au chemin de fer pour développer leur TGV, techniquement, qui est une belle réussite maintenant, même si économiquement j'ai des doutes, mais maintenant c'est une belle machine, ça a bien évolué, quoi. Mais on a leurré les gens à l'époque, parce que on disait toujours, les chemins de fer se disaient, écrivaient même que, ah ben non, pourquoi faire des nouvelles lignes d'aérotrain alors que nous, on a le réseau ferré?
Ce qu'ils oubliaient de dire, c'est que sur le réseau ferré de l'époque, ils ne pouvaient pas aller vite, quoi. Hein. Donc ils pouvaient aller à 200 à l'heure, c'est tout. Ils ont bien fait des réseaux spécifiques pour aller vite avec le TGV. La dernière vidéo là, qu'on nous a envoyée, ils redisent la même chose. Hein. À chaque fois, ils disent pareil, qu'il y a déjà les voies, alors que c'est pas vrai. Hein. Donc, alors ce qui est vrai, c'est qu'ils avaient toujours, de toute façon, les entrées dans les gares. Ça, c'est, même si le TGV va doucement dans les gares, mais les gares existaient. Mais bon, c'était prévu que nous aussi, on rentre dans la gare. C'est pas difficile de faire un rail en béton qui rentre dans une gare. Dans la dernière vidéo, ils disent en plus que ça coûte bien plus cher l'aérotrain, sauf qu'ils ne parlent pas du tout de l'entretien des voies, alors que Daniel dit toujours dans les conférences, lui il était là de 69 à 78, il n'a pas fait 1 heure d'entretien de voie. On n'a pas fait d'entretien. D'ailleurs, encore aujourd'hui, elle n'est pas en si mauvais état. Hein, ben non. Il y aurait les joints de dilatation à revoir, mais à part ça, elle pourrait refonctionner. Hein. Quelqu'un qui voudrait refaire des essais, il pourrait. Hein. Ça vous arrive de revenir souvent ici? Alors, Daniel Armis, vous me disiez que vous habitiez plus dans la région, mais... Ouais, à Gometz, oui, j'y vais assez souvent, parce que j'ai toujours des enfants qui habitent dans la région, mais Orléans, non. Ça fait je ne sais plus combien d'années, je ne suis pas revenu ici. Hein, bien, je ne sais pas, une dizaine d'années. On est revenu en 2019, avant 2019 avec Corinne Bianrosa. Ah, Corinne, oui, c'est vrai. On est monté sur la voie. Alors, le film est sorti en 2019, donc on a dû y aller avant. Et on est monté sur la voie parce que tu avais dit, on fait des joints de dilatation et on souffle la mousse et on repart. Oui, ça fait pas une dizaine d'années, mais enfin, ça fait un petit moment. Puis, j'ai l'occasion de venir aujourd'hui avec plaisir avec vous, mais je pense que je ne vais pas revenir de sitôt, quoi. Daniel Jeannot, vous revenez souvent ici ou... À Orléans, ici non, parce que j'ai horreur de la Nationale 20. Parce qu'on a déjà fait des réunions à Saran et c'est les camions, et c'est affolant. Non, à Gometz, oui, on y va, puis on fait là-bas. Philippe Chatriou, là, il a lancé depuis quelques années, on se fait une balade sur la voie de Gometz. Et donc, on va faire là le 21 juin. Donc ici, c'est. Je reviens pas forcément à Orléans, à Chevilly. Bon, puis si vous voulez, à part la voie, s'il y avait toujours le véhicule, il est évident que vous viendrez plus souvent. Ça serait pas pareil. On serait certainement sollicité aussi. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'il y avait sur la plateforme, notamment là-bas, quels étaient les bâtiments à l'époque, que la plateforme aujourd'hui est complètement vide, entre guillemets? Oui, c'est moins qu'on puisse dire, c'est assez vide. Alors sur la plateforme, il y avait d'abord le grand hangar qui abritait l'aérotrain. Et c'était assez spectaculaire parce que pour sortir, il fallait sortir du rail, n'est-ce pas? Donc il y avait la partie verticale qui s'escamotait, qui revenait au ras de la partie horizontale. Et l'aérotrain avait un train d'atterrissage comme un avion, hein, avec le train et la roue qui étaient motorisés par des moteurs hydrauliques. Et on rentrait dans le hangar comme ça, un petit volant de direction pour rentrer dans le hangar. Donc ça c'est le hangar d'aérotrain avec l'atelier de maintenance. Et puis il y avait toute une série de bureaux là, où étaient notamment l'ingénieur d'essai, puisqu'il y avait un ingénieur d'essai. Hein. Vous savez, quand je faisais des essais, j'allais le matin chercher, voir l'ingénieur d'essai. Il disait, bon, aujourd'hui, on fait ça. Voilà, on fait tout ça. Bon, il me posait la question si il y avait quelque chose qui me gênait, quoi. Mais bon, voilà comment ça se passait. On partait faire des essais. Donc c'est tout ce qu'il y avait sur la plateforme. Et il y avait aussi un embarcadère pour les passagers, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où vous avez vu cette voie complète, terminée pour la première fois
à la fin de la construction. Oui, j'avais été invité justement à venir la voir avant que l'aérotrain soit convoyé de Bourget jusqu'ici. Et il y avait encore l'usine à côté, sur la gauche là, l'usine de fabrication des poutres. Et bon, j'ai été impressionné, c'est vrai, parce que bon, par rapport à Gomet, c'était un peu colossal quoi, pour moi. Mais bon, on s'est vite habitué quoi. Daniel Jeannot, vous vous souvenez de... Moi non. À ce moment-là, moi j'étais à Gometz et puis je connaissais pas du tout Chevilly. Donc, Et la fois où peut-être vous avez vu le l'I-80 pareil complet pour la première fois, qui était assez différent quand même des prototypes. Moi j'ai vu le 80, je l'ai vu au Bourget, hein. J'ai suivi l'équipement au Bourget, parce que j'étais désigné pour suivre la fabrication, enfin l'équipement. Pour la fabrication, la cellule était déjà fabriquée par la SECAM, mais après il a été transféré à l'UTA pour tout l'équipement des moteurs, puis le câblage électrique, etc. Donc j'ai suivi ça sous la direction à l'époque d'Alain Jacques. C'était lui qui était chef de projet là-dessus, qui est malheureusement décédé il y a peu de temps aussi, accidentellement. Un ingénieur émérite de Bertin. Le bras droit de Jean Berthelot, qui était le patron. Non, pas de Jean, de Maurice Berthelot. Maurice, pardon. Il y avait Jean Berthelot aussi, mais Jean Berthelot, il faisait il était à la Société de l'Aérotrain. Société de l'Aérotrain. Tandis que Maurice Berthelot, c'est lui qui était ingénieur chez Bertin. Donc, ouais, parce qu'il faut dire que Jean Bertin, à un moment donné, il ne pouvait pas complètement mettre le projet aérotrain à la Société Bertin. Il fallait dissocier parce qu'il y avait des problèmes de crédit, etc. Hein. Donc il a créé la Société de l'Aérotrain. Comme ils ont créé la CEDAM pour le Naviplane. Comme ils ont créé la CEDAM pour les Naviplanes. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des commentaires particuliers, un mot de la fin On peut vous remercier de vous intéresser encore à l'aérotrain et puis on espère que vous viendrez nous visiter à Gometz quand le projet aura été conclu. Ouais, il ne manquerait pas. On attend des sous. Et ça a du mal. Hein. On essaye de contacter toutes les grosses boîtes qui ont travaillé sur l'aérotrain. Elles ne sont pas intéressées Non. Le problème, si vous voulez, c'est un problème d'âge. Les personnes qui ont suivi ce projet-là, ils sont plus là. Ils sont plus là. Ils ne sont pas forcément morts, mais ils sont au moins à la retraite. Donc, et puis il y a beaucoup de boîtes maintenant. Les boîtes qui ont travaillé sur l'aérotrain, elles sont regroupées sur Safran. Ouais. Et Safran, on a envoyé des courriers pourtant à la déléguée du mécénat quand même. On ne pouvait pas trouver mieux. Et un truc qu'on ne connaissait pas, la directrice de la philanthropie. Sauf que ça fait plus d'un mois que j'ai envoyé les courriers et que j'ai toujours pas de réponse. Et là, on a reçu une réponse. J'ai envoyé aussi à Safran à Paris. On a reçu une réponse de Paris qui nous a dit que ils mettaient l'argent dans le musée Safran, mais que notre projet était très beau, mais qu'ils ne donnaient pas d'argent. Je suis allée mardi voir le directeur de Bertin, donc j'espère qu'ils vont nous aider. Et ça vous surprend ou pas qu'il y ait des difficultés En ce moment, c'est qu'on sait qu'il y a c'est difficile d'avoir de l'argent. Hein. Nous, on nous avait dit de demander au Conseil général et tout. Je sais que le Conseil général de l'Essonne, ils n'ont plus un radis. Donc c'est un peu difficile partout, quoi. Mais bon... Ouais, c'est pas la bonne période. Hein. Et là, on a besoin de 280 000 euros, donc c'est pas rien. Et nous, en tant qu'association, on peut pas Vous pouvez suivre. lancer un message si vous voulez. vous pouvez le faire vous-même aussi. Ou alors... Donc on va mettre créer cet espace Jean Bertin. Bon, il nous faut 280 000 euros pour pouvoir remonter ce bâtiment.
qui est offert par la mairie ainsi que le terrain. Mais bon, il faut un aménagement spécifique quand même pour la sécurité des visiteurs, etc. C'est pas évident. Donc il faut de l'argent. On va mettre une cagnotte en ligne. On verra, On verra ce que ça donne. J'ai mis un message aussi à tous les adhérents. Donc il y a des anciens directeurs de chez Bertin qui nous ont envoyé un petit peu d'argent. Et puis des adhérents aussi. Donc c'est toujours ça, mais bon, pour l'instant ça suffit pas, quoi. Eh ben, moi je pense que c'est tout bon. Je vous remercie pour ces témoignages. Et puis si vous avez rien à rajouter de particulier ou si vous avez des choses qui vous, qui vous reviennent à l'esprit, peut-être de questions précédentes. Ou, c'est encore très... vous vous en souvenez comme c'était hier de l'Aérotrain aujourd'hui. Ah oui, on n'a pas l'impression que ça fait 50 ans, quoi. À moins que j'ai Alzheimer à un moment donné, mais Oui. pour l'instant... Daniel, Donc, il a son Philippe petit Bertin, musée, vous l'avez- hein, t'as ton petit musée avec... Ah, chez moi, oui. Oui, Philippe Bertin, vous l'avez interviewé? Oui. Ah bon, d'accord, c'est bien. Oui, vous gardez des artefacts chez vous de l'Aérotrain? Ah ben moi, je me suis fait dans mon sous-sol une pièce, et puis d'un côté, il y a toute l'aventure aérotrain, de l'autre côté, c'est l'aviation, parce que bon, j'ai piloté aussi les avions. J'ai été président de l'aéroclub pendant une fois 9 ans et une fois 6 ans, parce qu'ils m'ont rappelé à un moment donné parce que ça ne marchait pas. Donc, Quand t'es parti, hein, ouais, ça s'est quand je cassé suis la parti. file. Et j'y vais toujours. Là, c'est pour ça que aujourd'hui je peux être présent. C'est que j'avais une réunion hier à l'aéroclub, parce que je m'occupe toujours des mécaniciens de l'aéroclub. Donc je viens une fois par mois normalement à l'aérodrome de Chavenay pour faire une réunion pour prendre des décisions, quoi. Ben, moi j'ai une maquette, j'ai trois aérotrains. Ah ouais. J'ai une ardoise avec le I-80. À un moment donné, à des journées du patrimoine, ou je sais pas, il y a un gars qui faisait des choses sur des ardoises avec une photo. Après, il y a des adhérents qui font des choses avec, je sais pas comment ça s'appelle, là, son nom, Fabrice, qui fait des porte-clés, puis il fait des trucs, des dessins. Donc il m'a filé un dessin. Donc il y a de l'aérotrain à la maison. Bah, moi, dans ma salle, j'ai un meuble vitrine, là. J'ai les maquettes, hein, du Rohr, de... Ah oui, on a du Rohr aussi, oui. Ouais. Oui, un des exemples de projets étrangers. Je lis le I-80, la maquette du I-80, le Rohr, et puis le 01 que m'a fait Patrick. Ah oui, j'ai le 01 aussi. Vous avez déjà eu l'occasion de voir les équivalents étrangers ou pas de Lui, il ces est allé aérotrains? lui, il est allé dans le Transrapide. Daniel, t'es allé dans le Transrapide, hein, en Allemagne. Oui, j'ai eu l'occasion d'être invité à... C'était à... Comment ça s'appelait? Lucerne, je crois. Hein. Lucerne, je crois, en Allemagne, avec Maurice Berthelot, qui était l'ingénieur en chef, hein, pour essayer l'aérotrain à le véhicule à sustentation magnétique. Pardon. Vous voyez, l'aérotrain il est toujours dans ma tête. J'ai dit aérotrain. J'ai trouvé cette machine quand même assez extraordinaire. Hein. Sauf que... T'avais peur, t'as dit. Ah oui, j'ai eu une drôle d'impression parce qu'il y avait un grand virage, mais il n'y avait pas la partie verticale du rail. Alors je me suis dit, je ne sais pas si ça va pas sortir du rail, mais bon, j'ai eu une drôle d'impression au premier virage. Après, bon, c'était rentré dans ma tête. Mais j'ai trouvé cette machine assez extraordinaire parce que j'avais les mêmes sensations que l'aérotrain au niveau confort. Le seul problème, c'est qu'après, ils nous ont rien caché. Hein. Ils ont rentré le véhicule dans l'atelier de maintenance et ils nous ont montré des éléments de rail. Alors, il faut imaginer, vous voyez,
la partie horizontale de ce rail avec un bobinage électrique de grosses sections. Vous voyez le coût, Ouais. le coût que ça représente? C'est extraordinaire. Alors, c'est pour ça que ça a capoté, sa sustentation magnétique, parce que l'aérotrain, c'est simple, hein, vous voyez, on ne fait pas d'entretien, mais il fallait que, d'abord, que les éléments soient parfaitement alignés. Donc, je parle du véhicule à sustentation magnétique, parce que, attention, c'est que le débattement, il n'était pas important, hein. Alors là, après, je me posais des questions, je me suis dit, c'est pas possible. Puis il y a bien des gangsters qui vont s'approprier du cuivre. Moi je dis, mais en France, tu mets un rail comme ça, il Ça marche pas. n'y a plus de cuivre le Ah non. lendemain. Hein. Mais à part ça, c'était une belle invention, je trouve. C'était bien. Et Mais- ça pouvait aller vite, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais en 2013, quand on a exposé à la Foire de Paris un aérotrain, et il y a un jeune qui est arrivé me voir et me dit devinez, je viens du Japon. Et il me dit devinez sur quoi on travaillait. Ils avaient les plans de l'aérotrain. Ah ouais. De toute façon, les Japonais, on a des photos, quand ils venaient sur Orléans, là, ils étaient toujours les fesses en l'air et sur le rail pour regarder les coussins. Et... C'était incroyable parce qu'ils montaient les marches, il y avait des marches pour aller sur la plateforme. Dès qu'ils arrivaient au haut de la marche, ils prenaient une photo. Au cas où ils auraient eu l'interdiction de prendre une photo, tout de suite leur réflexe, clac. Et une fois, tu as raison, il y avait les entrées d'air, vous savez, sur le côté pour les coussins d'air, où il y avait les ventilateurs qui aspiraient. Bon, on n'était pas en route, heureusement, mais le japonais, il était à l'intérieur de l'entrée d'air. Il prenait des photos. Après, on a mis des grilles. Mais bon. On en a vu du monde, hein, et franchement, tout le monde était très intéressé par ce projet, hein. Il y a eu 16 000 personnes hein, qui sont... Ouais. 80 000 kilomètres. Oui, alors là, les chiffres, je te les laisse parce que peut-être. Je fais attention toujours pas des... C'est 80 000 kilomètres en gros et 16 500 personnes. De toute façon, on avait intérêt à mettre des personnes dedans, sinon il fallait mettre des charges, des journaux pour faire le poids. On avait fait des paquets de journaux de 20 kilos. Parce qu'il fallait que pour l'aérotrain, il fallait qu'il soit toujours à la charge nominale. Pour les essais, hein, on parle. Hein, c'est aucune liaison avec le confort, c'était parce qu'on nous obligeait à ce que l'aérotrain soit toujours en charge. Pour les essais. Il fallait valider les essais. On pouvait ne valider les essais que s'ils étaient en charge. Donc, vous voyez, on faisait la chaîne pour mettre les paquets de journaux sur les sièges à la place des passagers, quoi. Alors, quand on avait des passagers, c'était moins de travail, Ça faisait quoi. moins de boulot à faire. Alors, vous voyez, pour comparer, l'esprit d'équipe, c'est pas parce que j'étais pilote que je passais pas aussi les journaux. C'est pas pour ça aussi que je mettais à serrer les boulons des coussins parce qu'on avait une réparation à faire, parce qu'il fallait tourner le lendemain. J'ai même vu Maurice Berthelot, notre chef de service de l'époque, nous aider à serrer les boulons, hein. Ça, c'était le travail d'équipe. Ça, le travail d'équipe, on l'avait partout. Parce que quand moi je suis rentrée chez Bertin, on travaillait sur le nucléaire avec le CEA. Et on était toujours en charrette le soir, on finissait des fois à minuit parce qu'il y avait un rapport à rendre. Le chef de service, il tapait à la machine. Il tapait à la machine et puis il disait c'est bizarre parce qu'à l'époque c'était des calques et des carbones jaunes. Et donc lui, il tapait tellement fort que c'était jaune derrière. Il disait mais c'est pas comme ça d'habitude. Oui, mais
arrêter de taper si fort sur les touches. Mais bon, il était là le soir à minuit avec nous, quoi. Donc c'est pour ça que je dis les équipes, c'était. Là, maintenant, j'ai l'impression que les gens disent que c'est plus, ils sont plus des numéros, quoi. C'est pas, il n'y a pas. Moi, je me souviens de Kéla qui m'avait mis. On n'avait pas des grosses rallonges, hein, mais il m'avait mis un mot en disant merci pour votre éternel sourire. Le travail est votre éternel sourire. Je l'ai gardé, mec. Non, il va pas à l'aéroport. Non, je pense que c'était une bonne période, quoi. Bon, vous avez assez de grains à moudre. Ah oui, là ça me fait très bien, ça me fait beaucoup de témoignages, différents, qui se compensent ou qui s'opposent des fois. C'est très bien. Il faudra peut-être, vous pourriez peut-être interviewer, c'est Thierry Farge, celui qui a refait le 02. Ouais. Ce serait bien, puis il a l'habitude. il est très volubile, ce serait bien. Oui. Parce que c'est grâce à lui qu'on allait à Rétromobile et tout, parce qu'il travaillait, c'est lui qui organisait, il travaillait chez Comexpo. Et là, bon, il fait encore Rétromobile l'année prochaine. Ce sera peut-être sa dernière année, mais il est en retraite normalement. Il est détaché. Oui, j'ai dû le voir pas mal sur internet aussi. Voilà, oui, puis alors il parle facilement. Hein, Ouais. donc, c'est son joujou, hein, le 02. C'est son... À Rétromobile l'année prochaine, ils y seront aussi. Ah bah nous on n'y sera pas, hein, non, Oui. mais lui il Oui. va s'en occuper encore. oui. de Maintenant, on ne peut Rétromobile. pas les dépasser comme ça. Ah oui. Je crois qu'on On l'a pourrait fait en demander l'autorisation, mais 2022. c'est un coup. Quoi. En 2022, il avait réussi à avoir, parce que bon, à chaque fois c'est un cadeau, hein. On avait un stand avec un rail de 16 mètres pour mettre le tridim. Ouais. Et le tridim il fonctionnait, les gens montaient dedans, Ah ouais. on le faisait marcher sur coussin d'air. Ah oui, là c'est vraiment reproduire Ah les oui, retrains. Oui. Le Rétromobile, on l'a fait en 2001 la première fois avec les 2 aérotrains. Après, on l'a fait en 2005, on avait juste un stand, mais sans aérotrain. Ouais. Et en 2008, on avait l'aérotrain sur notre stand et les coussins d'air Bertin, où ils ont arrêté. On avait à côté, donc on avait un grand stand et les gens montaient dans l'aérotrain, on les photographiait, on leur filait un diplôme. Ouais. Et ça attirait du monde, j'imagine. Oui, quelques jours après, puis à cette époque-là c'était 10 jours. Et Thierry il avait trouvé quelqu'un qui lui avait fait gratuitement aussi un escalier pour monter dans l'aérotrain. Et on est reparti chez Bertin retirer des diplômes parce qu'on n'en avait plus. Donc, et comme la première année, on a vendu, mais c'était des cassettes vidéo, des cassettes. Comment ça s'appelle c'était les cassettes là, Des DVD, non Bah, c'était avant les DVD, Ouais. les Des VHS. Oui, les VHS. Et on n'en avait plus. On en a recommandé. Elles ont été livrées au salon de l'agriculture. Voilà. Et j'ai vendu je ne sais pas combien de cassettes. Avec les gens me payaient, c'était 100 francs à l'époque, avec un bon d'achat. Ah oui. Et j'avais le stand d'en face de nous, c'était un Anglais. Alors je faisais celle qui comprenait rien à l'anglais parce qu'il râlait, parce que les gens, il y avait la télé, donc les gens regardent. Et il y avait une dame qui me disait, mais de toute façon, il nous disait, mais montez dans le stand. Et la dame disait, de toute façon, plus il y a de monde, plus il y en aura. Donc et il râlait parce qu'on avait trop de monde, quoi. C'était affolant. Et là, on s'aperçoit, il y a des gens, ils arrivaient, ils avaient plus de docs que moi qui travaillaient dessus. Hein, donc.
Et c'est là qu'on voit vraiment, ça intéresse les gens. Quand on voit les gens sur Facebook là, qui sont sans arrêt en train de dire, ils s'arrêtent, ils font des photos de la voie avec de la neige, sans neige. Et si on avait l'aérotrain, on ne serait pas en panne quand les trains ne marchent pas et tout. Moi je sais que je rigole, c'est quand je prends le RERC et qu'on vous dit il y a des retards parce qu'il y a des feuilles sur la voie. Et j'ai des conducteurs de RER qui m'ont dit qu'effectivement, ils glissent avec les feuilles. Je me dis, bah, nous, avec l'aérotrain, on les aurait soufflés. Donc, de toute façon, voyez, on y c'était, repense tout le temps. Ouais. C'était un signe, mais ils ont laissé l'alimentation, enfin les poteaux d'alimentation en triphasé sont encore là, vous voyez. C'est peut-être un signe. Faut toujours espérer. Ouais, faut toujours espérer, hein.